Ça veut dire simplement que la masse de la bulle, de la sphère, augmente puisque j'ai plus d'eau dans ma sphère. D'accord? Donc, la sphère descend. D'accord? Donc, quand je suis en train d'appuyer dessus, je fais rentrer de l'eau dans ma sphère et j'ai la sphère qui descend. Alors, les ballasts des sous-marins, ça marche comme ça, sauf que on fait, au lieu d'appuyer sur... Parce qu'on ne va pas appuyer sur la mer, hein, c'est un peu embêtant. Simplement, on ouvre plus ou moins les ballasts d'air, ce qui fait que ça se remplit plus ou moins d'eau. D'accord? Et puis quand on veut chasser l'eau, ben, on appuie dessus avec de l'air, on comprime de l'air, on chasse l'eau. Et à ce moment-là, ça se vide, les ballasts se vident et le sous-marin remonte. Okay. Ça, c'est le principe du ludion. Ok? Alors maintenant, on va passer à un problème qui est différent, qui est le problème des surfaces entre un liquide et puis un gaz ou un liquide et puis une surface solide. Alors ça, c'est un problème qui est assez compliqué quand on le regarde au niveau microscopique, ce qui fait qu'on va le regarder, nous, au niveau macroscopique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ce truc-là? C'est essentiellement, alors vous avez, je pense que dans votre cours, on vous a expliqué plein de choses. Donc, vous avez essentiellement, alors, vous avez que si vous, à retenir, vous avez que si vous avez ici une interface entre un liquide et puis un solide qui a cette tête-là, quand vous voulez l'arracher ici ou le traîner, vous avez une force qui vaut simplement gamma fois L. Alors ça, c'est un petit peu étonnant parce que ça ne dépend que de une dimension. D'accord? Alors gamma ou sigma, ça dépend comment vous l'avez appelé dans votre cours. Ça dépend, je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre cours. Ensuite, vous avez la loi de Jurin, qui vous dit que quand vous avez un liquide comme ça et que vous remontez dans un col, vous avez un ménisque qui va se former et que la hauteur, c'est simplement 2 gamma cosinus θ sur R rho G. Alors, le θ par contre, c'est un peu compliqué parce que c'est essentiellement ici l'angle que va faire votre ménisque. L'angle que fait votre ménisque ici. Alors, dans 99% des cas, on prend θ égale 0 et on prend cos θ égale 1. Donc, ça règle la question. Ok. Ça, c'est dans 90% des cas. Alors, la dernière chose que vous devez savoir, c'est que quand vous avez une sphère ici, enfin, dernière chose, quand vous avez une sphère ici, vous avez une pression à l'intérieur,
La pression que vous avez à l'intérieur, c'est simplement 2 sigma sur R, ou 2 gamma sur R, d'accord, avec gamma qui est simplement la tension superficielle. Ok. Et puis, quand vous avez une surface S, d'accord, l'énergie de surface, c'est simplement gamma fois S. D'accord. Voilà. Ça, c'est à peu près ce qu'il faut retenir du cours. D'accord. Vous avez 1, 2, 3, 4 trucs. Bien retenir. Ok. Donc ça, c'est à peu près avec ça vous faites tous les examens. Voilà. Donc, on va attaquer. Alors, à quoi ça sert ces énergies de surface? Dans quoi ça intervient de façon quotidienne? Alors, ça intervient en fait dans plein de trucs. Par exemple, ce qu'on appelle les problèmes de mouillage. C'est-à-dire, les problèmes de mouillage, c'est est-ce que le mouillage, c'est ça? C'est je prends une surface, je prends une goutte, est-ce qu'elle va faire ça ou est-ce qu'elle va faire ça? La goutte. Alors, le problème de mouillage, c'est évident qu'il est lié. Comment ça se fait qu'il est lié au gamma? Ça, c'est gamma petit. Gamma grand, par contre. Et ça, c'est gamma petit. Ça veut dire quoi? Que si on n'a pas beaucoup d'énergie de surface, on peut facilement s'étaler parce qu'on va créer de l'interface. Ici, vous voyez, vous créez une surface qui est beaucoup plus grande. OK. Vous créez un S grand. Mais si vous avez un petit gamma, c'est pas très grave de créer un S grand. D'accord? Par contre, ici, vous créez un S qui est plus petit puisque la surface qui est en contact avec le support est plus petit. D'accord? Donc vous avez les choses qui mouillent et qui démouillent. Alors ça a des conséquences. Par exemple, si vous mettez de l'engrais sur une plante, vu que l'échange se fait au niveau de la surface de la feuille, ici avec le support, c'est évident que si vous avez un S, vous avez intérêt à avoir une goutte comme ça pour que l'engrais passe le mieux dans la feuille. D'accord. Si vous avez un système qui démouille complètement comme ça, ben la surface d'échange entre la goutte d'eau et la feuille est très mauvaise, donc votre engrais passe très, très mal dans la feuille. Un autre exemple, si vous voulez un système qui sèche très bien, d'accord, vous mettez du téflon. Le téflon, c'est un truc très bien parce qu'au contraire, ça démouille complètement, donc ça fait des petites gouttelettes comme ça qui vont rouler vers le bas. D'accord. Alors si vous prenez un système comme ça s'accroche à la feuille. Alors l'exemple typique, c'est le Tefal. Si vous avez une poêle en Tefal chez vous, vous regardez, quand vous mettez de l'eau sur du Tefal, ça fait des petites gouttes et ça dévale vers le bas. D'accord. Ça s'appelle un agent qui démouille complètement. Si vous prenez un truc comme ça va au contraire s'attacher à la poêle. Okay. Donc ça, c'est une probabilité de démouillage. Vous avez des tas de propriétés comme ça qui interviennent dans la vie quotidienne. Par exemple, sur les pare-brises, vous avez intérêt à avoir un truc qui démouille pour que la gouttelette glisse vers le bas au lieu de s'accrocher. Okay. Alors, ça a une propriété aussi très importante qui est la propriété des lessives. Alors, à votre avis, pourquoi on met... À quoi ça sert de mettre de la lessive quand on lave du linge ou quand vous lavez les mains, d'ailleurs? Pourquoi ça marche mieux que si vous mettez que de l'eau claire? Est-ce que vous vous êtes posé la question, non? Quelqu'un a une idée? Je fais avec mon truc, moi. Non, personne n'a pensé à ce problème. Déjà, est-ce que vous avez déjà essayé de vous laver les mains à l'eau claire? Oui, je pense. Vous n'avez pas toujours du savon chez vous. Est-ce que ça marche bien? En fait, ça dépend ce que vous avez mis sur vos mains. Mais... Le savon, il sert à enlever quoi quand vous lavez les mains? Vous n'avez aucune idée? Le savon, le produit vaisselle, la lessive, ça sert à quoi? Ça sert à enlever quoi? La graisse, exactement. Alors pourquoi ça ne marcherait pas avec de l'eau simple?
Mais réfléchissez, la graisse et l'eau, ça fait quoi? Si vous mélangez de la graisse et de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça se mélange pas, c'est miscible, c'est non miscible. Donc si vous voulez mélanger, laver quelque chose de gras avec de l'eau, ben, l'eau va glisser sur la graisse et puis il se passera rien. Alors la lessive, ce qui se passe, c'est que vous avez une énergie de surface qui est différente, c'est-à-dire que vous avez la lessive, c'est fait comme ça, c'est des molécules qui sont comme ça avec une et elles ont une petite queue qui est hydrophobe. Et un truc qui est hydrophile ici. Donc hydrophile, ça veut dire que vous avez peu d'énergie de surface quand vous allez le créer. Hydrophile, elle a beaucoup d'énergie de surface. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire des petites cages comme ça, avec la queue qui se met dedans, et au milieu, elle va mettre la graisse. Parce qu'avoir une surface où elle laisse la queue hydrophobe ici, ça lui coûte énormément d'énergie. Donc elle préfère s'enfermer sous forme de petite bulle où elle a la graisse au milieu et l'eau à l'extérieur. Ben ça lui coûte beaucoup moins d'énergie. D'accord? Donc vous avez un système qui est comme ça. Et comme à l'extérieur, vous avez que des trucs qui sont hydrophiles, ça devient soluble dans l'eau, ce truc-là. D'accord? Donc vous avez les têtes hydrophiles qui sont solubles dans l'eau et les queues qui sont hydrophobes qui enferment la graisse dedans. Et à ce moment-là, ça devient soluble dans l'eau et quand vous rincez, ça part avec l'eau. D'accord? C'est ça le principe des lessives. Ce qu'on appelle les surfactants. D'accord? Que vous verrez, on fera un exercice là-dedans sur les surfactants. Okay, c'est très important parce que ça sert à faire partir, à nettoyer l'eau. C'est pour ça que si vous ne mettez pas ça, vous n'avez pas cet effet-là et vous pouvez difficilement nettoyer. D'accord? Si vous êtes que à l'eau, vous n'aurez pas cet effet-là. C'est cet effet qui vous permet de nettoyer efficacement. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous demander comme exemple aussi sur les tensions de surface? Ce qu'on appelle les surfaces minimales, mais ça c'est plus un truc de matheux. Est-ce que vous savez ce que c'est que du Gore-Tex? Non, vous en avez? Non, les membranes en Gore-Tex, vous savez ce que c'est? Non. Bon, c'est des trucs de vêtements, donc c'est pas très intéressant. Enfin, vous avez tout ce genre de choses. Ah oui, si vous voulez mesurer la taille d'une membrane, ce que vous faites, c'est que vous mettez de l'huile sur de l'eau, ça va faire une monocouche. D'accord? Et là, vous avez directement vous pouvez mesurer directement la taille d'une molécule d'eau. Okay. Donc vous avez des choses assez marrantes comme ça avec ces molécules, des énergies de surface. Et c'est assez puissant au niveau microscopique. Au niveau macroscopique, ça n'a aucun effet. Mais au niveau moléculaire, ça a quand même des effets qui sont assez importants. D'accord? C'est pas rien. Okay. Donc ces trucs-là, les surfactants, ça abaisse violemment l'énergie de surface et ça permet violemment de changer les propriétés, même macroscopiques des matériaux. C'est quelque chose qui est vraiment efficace. Donc le Gore-Tex est fait sur ce principe. Il y a plein de trucs en téflon qui sont faits sur ce principe. Ok. Donc le téflon, c'est vraiment un truc qui est merveilleux pour plein de propriétés à cause de ça. Voilà. Donc premier exercice, c'est la dispersion des gouttelettes. Alors ça vous explique pourquoi plein de choses se mettent en gouttelettes ou plein de choses ne se mettent pas en gouttelettes quand vous mélangez l'un dans l'autre. Okay. Pourquoi ça? Parce qu'en particulier, ça vous coûte de l'énergie ou pas de faire des gouttelettes. C'est une bonne question, ça. Donc, première question, on vous dit finalement, je prends un cube. Alors, pourquoi il a pris un cube? Je ne sais pas, une surface de 2 cm d'eau. Et vous mettez de l'huile. Donc, une surface de 2 cm² d'eau, on rajoute de l'huile. Et puis, on obtient finalement des petites gouttelettes. Donc, est-ce qu'on a intérêt combien ça va nous coûter d'énergie de faire ces petites gouttelettes? Voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement simple à calculer. Et c'est ce qu'on vous demande. D'accord? Donc, l'énergie
pour mettre de l'huile dans l'eau. La surface, c'est égal à 2 cm². C'est ça? Donc ça vous fait une énergie qui vaut gamma fois S. Et ça vous donne numériquement, je sais plus. Ça vous donne. J'ai pas calculé. Ça donne combien ça? On va le calculer. On va le calculer ensemble. 2 cm² d'eau. Ok. Donc ça, c'était la première question. Vous avez utilisé quoi comme valeur pour gamma? En fait, la valeur de gamma, je vous ai donné dans l'exercice 2. 0. Alors, gamma, j'ai pris la valeur de la tension superficielle de l'eau sur l'air. Alors, sinon, c'est pas la bonne, mais c'est la seule que j'ai. C'est quoi dans l'exercice? Sinon, vous pouvez chercher gamma, la relation de la tension superficielle de l'eau sur l'huile. Je l'ai pas sous la main. On peut la regarder hein, si vous voulez. On va la chercher. On va la chercher. Vous allez trouver ici 0,7. Donc gamma, on le prend à 0,07. 0,4035 SI. D'accord. Bon, ça c'était le premier point. D'accord. Donc ça, vous voyez, c'était une application directe de cette formule. D'accord. Vous avez la surface, vous avez le gamma, il suffisait de multiplier, et puis vous avez directement l'énergie de surface. Ok. Donc ça, c'était absolument simple. Donc ça, c'était juste une application numérique. Ok. Donc maintenant, le problème, c'est qu'on fragmente ça en petites gouttelettes, et la question, c'est de savoir est-ce que je vais gagner ou pas en énergie. Ok. Donc la première question qui va se poser, vous dit que avec 2 gamma cosinus kata, c'est le nombre de gouttelettes. Alors, ça, c'est pas dur à calculer, hein, parce que vous savez que le nombre de gouttelettes, si par exemple je vous donne une corde de longueur L et puis je le coupe en petits bouts de longueur D, vous savez que le nombre de petits bouts, c'est L divisé par D. D'accord? Et si je vous donne une sphère, enfin un carré de surface S, je le coupe en petits bouts de surface S', le nombre de petits bouts de petits carrés, c'est S sur S'. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Le nombre de gouttelettes, c'est simplement V du cube sur V d'une gouttelette. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Alors le V de ma gouttelette, alors je vais le mettre en centimètres cubes parce que vu qu'on me donne l'huile en centimètres cubes, le volume en centimètres cubes, j'ai intérêt à mettre le volume de ma gouttelette en centimètres cubes. D'accord? Alors je sais que elle me dit que ma gouttelette fait 0,1 micron de diamètre. Pour passer au micron, j'ai un facteur au centimètre, micron-centimètre, ça me fait 10 puissance moins 4. Moins 4 de diamètre. Ok.
Bon, à partir de là, je vous ai dit une bêtise là. Non. Non, c'est 10 moins 10, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, je vais pas dans le bon sens. Je vais pas dans le bon sens. Ça nous fait 10 moins 6, 10 moins 6 microns, ça nous fait 10 moins 8 cm, excusez-moi. 10 moins 6, ça nous fait 10 moins 8 cm. Bien, donc une fois que j'ai fait ça, il suffit de savoir simplement que le nombre de gouttelettes c'est égal au V au cube sur 4 tiers de pi fois de pi. Alors ça, c'est le rayon de la gouttelette, on va dire, le diamètre, fois le diamètre de la gouttelette divisé par 4. Et ça, c'est au carré. Donc, on va appeler ça le diamètre de la gouttelette. Ok. Donc, si on veut comparer maintenant l'énergie du cube moins l'énergie des gouttelettes, c'est facile. L'énergie du cube moins l'énergie de la gouttelette, c'est simplement gamma fois la surface du cube. C'est gamma fois la surface du cube. Ça, c'est l'énergie de départ, simplement l'énergie de mon cube, d'accord, moins le nombre de gouttelettes fois l'énergie fois la surface d'une gouttelette, d'accord. Gamma fois la surface d'une gouttelette, c'est simplement l'énergie de surface d'une gouttelette, et je multiplie par le nombre de gouttelettes pour avoir l'énergie totale de mes gouttelettes. Ok. Maintenant, il suffit que je calcule ça. Ok. Donc c'est gamma, facteur de surface du cube, ok, fois le volume du cube, divisé par le volume d'une gouttelette. Ça me donne le nombre de gouttelettes, d'accord. Ça, c'est le nombre de gouttelettes, ok, fois la surface d'une gouttelette. Ok. Il y en a qui m'ont l'air complètement perdus. Vous voulez que je reprenne l'explication doucement?
Alors, si je continue un petit peu, ça me fait simplement gamma fois le volume du cube fois, alors là je peux écrire le volume du cube, moins, pardon, là c'est un moins, là c'est un moins, et là c'est un moins, là c'est un moins, moins le volume du cube fois 1 sur le volume de la gouttelette, c'est-à-dire 4 tiers de pi, le diamètre de la gouttelette divisé par 4, fois la surface de la gouttelette, c'est-à-dire 4 pi, 4 tiers de pi r cube, 4 tiers de le volume de la gouttelette divisé par 4. Vous avez l'air complètement paumé là. Je pense qu'il faut que je reprenne complètement l'algèbre là, non? Vous voulez que je le refasse ligne par ligne? Je le refais ligne par ligne? Bon. On va reprendre ligne par ligne, je vais rajouter des étapes. Bon. Alors, on va corriger les fautes au passage. Là, c'est un 8. Alors, première ligne. Première ligne. On va y aller. C'est un 8. Première ligne. Est-ce que vous êtes d'accord que ce terme-là, c'est le volume d'une gouttelette? Est-ce que ça vous plaît? 4 tiers de pi fois le diamètre de la gouttelette au cube, d'ailleurs, c'est un cube ici. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Alors, ce qu'il faut pour faire ça, c'est simplement se rappeler ici la formule. Que le volume d'une sphère, le volume de la sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. D'accord? Est-ce que cette étape, vous la comprenez maintenant? On cherche le nombre de gouttelettes. Le nombre de gouttelettes, c'est le volume du cube sur le volume de gouttelettes. Est-ce que ça, vous comprenez? Ce que j'écris, c'est que le volume du cube, ça reste le volume du cube. D'accord? Et je divise par le volume des gouttelettes. Le volume des gouttelettes, c'est 4 tiers de pi fois le rayon de la gouttelette au cube. Ok? Ça, vous suivez? Et je remplace ici 4 tiers de pi. Simplement, comme je n'ai pas le rayon de la gouttelette, je remplace par le diamètre de la gouttelette divisé par 2. Et le diamètre de la gouttelette divisé par 2, ça fait... Alors, je vais vous l'écrire autrement, ça sera peut-être plus clair. Le diamètre de la gouttelette divisé par 2, c'est égal. Ça, je vais l'écrire comme ça. Ça, vous comprendrez peut-être mieux. Diamètre de la gouttelette divisé par 2 au cube. D'accord? Vous comprenez maintenant, ça c'est juste le terme en R. Ça, c'est juste ça. Ok? C'est bon maintenant?
Est-ce que jusque-là, tout le monde est d'accord? C'est bon? Donc, on va passer à la ligne suivante. OK? La ligne suivante, c'est simplement que... alors, je vais vous rajouter une ligne dans le calcul. Je veux dire que l'énergie du cube, c'est égal à E fois la surface du cube, moins l'énergie de la gouttelette, c'est... Excusez-moi. C'est gamma fois la surface du cube, moins gamma fois la surface des gouttelettes. D'accord? Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette relation? J'écris que l'énergie de surface, c'est gamma fois la surface du cube, moins gamma fois la surface des gouttelettes. Ça, c'est bon, c'est le cours qu'on a vu au début. OK? Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est factoriser le gamma. Donc je factorise, ça me fait gamma fois la surface du cube, moins ici la surface des gouttelettes. Et la surface des gouttelettes, ce que je peux écrire maintenant, c'est que ce truc-là, je peux écrire que c'est le nombre de gouttelettes fois la surface d'une gouttelette. OK? Alors peut-être qu'il faudrait vous écrire un truc, c'est que là-haut, effectivement, il faudrait que je vous écrive directement. Ici, pour que vous compreniez, il faudrait que j'écrive c'est le nombre de gouttelettes. Sinon, c'est pas très clair, effectivement. Là, c'est vrai que c'est pas clair. Voilà, comme ça, c'est plus clair. D'accord? Donc, la surface des gouttelettes, c'est le nombre de gouttelettes fois la surface d'une gouttelette. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? OK? Donc là, j'écris simplement que l'énergie, c'est gamma fois la surface du cube moins le nombre de gouttelettes fois la surface d'une gouttelette. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde a suivi l'algèbre jusque-là? OK? Donc, j'ai factorisé le gamma, je continue. Gamma, j'ai factorisé. N, S au cube, j'y touche pas. Il reste là devant. Plus compliqué, j'arrive ici à calculer ce terme-là, le nombre de gouttelettes. Alors, le nombre de gouttelettes, moi, ce que je prétends, c'est que c'est simplement... Alors, SG, j'y touche pas non plus, d'accord? Donc, on lui fera un sort plus tard. SG, pour l'instant, il reste là peinard. OK? Je m'occupe simplement du nombre de gouttelettes ici. D'accord? Pour l'instant, je vous le marque ici je vais le mettre en vert, par exemple. Je m'occupe que de ça dans cette équation. D'accord? C'est cette étape-là. Donc, ce que je prétends, c'est que le nombre de gouttelettes, c'est simplement le volume de départ du cube divisé par le volume d'une gouttelette. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je cherche le nombre de petits carrés dans un terrain de foot, c'est le terrain de foot divisé par la surface d'un petit carré. D'accord? Donc là, c'est pareil. C'est simplement ce que j'essaye de faire. C'est que je prends un volume ici. Alors, ça va être super merdique, mon dessin. Et puis, je suis en train de le diviser en petits cubes comme ça. Comme ça, et je compte le nombre de petits cubes. D'accord? Donc, vous voyez que le nombre de petits cubes, c'est simplement le volume total divisé par le volume d'un petit cube. D'accord? Est-ce que ça vous paraît clair, ça? Ok, si je prends une dimension, c'est simplement là. Si je prends une dimension, une longueur D, une longueur L, puis je coupe en petits morceaux D, le nombre N, c'est simplement L divisé par D, si j'ai pris ici une longueur D. Ok? Ça, c'est le point crucial. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que c'est V du cube divisé par D? D'accord? C'est bon, ça? C'est bon, cette étape? Bon. Alors, l'étape d'après, c'est de continuer ici. Donc, je continue. Ça, c'est le V cube qui
qu'elle n'a toujours pas bougé. Alors, je vais faire un truc. Ici, je vais effacer celle-là, comme ça, on va pouvoir reprendre tout doucement. Donc, reprenons tout doucement. Pour l'instant, on va faire les choses étape par étape, d'accord? Donc, je garde ici gamma, je garde ici S cube. Ok, celui-là, j'y touche pas pour l'instant. Moins. Alors, c'est là que je vais commencer à faire un petit peu des choses. C'est que j'écris toujours que le V cube, j'y touche pas. Par contre, ce terme-là, je vais écrire ce que j'ai obtenu tout à l'heure. C'est-à-dire 4 tiers de pi fois le diamètre de ma goutte sur 2 au cube fois la surface d'une goutte. Tout le monde a suivi cette étape-là? Ça, j'ai simplement remplacé ça par ça. Ok? Ça vient simplement de là-haut. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc maintenant, je fais une étape de plus. Je vais remplacer SG par ce qu'on a calculé. Ok? Donc ça, c'est égal. Gamma, j'y touche pas. S cube, j'y touche pas. Moins V cube. Je vais pas avoir la place, je vais mettre la ligne d'après. Je vais mettre la ligne d'après. Donc, c'est égal gamma fois S cube, j'ai dit que j'y touchais pas, moins V cube, j'y touche pas, sur, ça on le garde, on vient de l'écrire, 4 tiers de pi, le diamètre sur 2 au cube. Ok, pour l'instant, je touche à rien. Par contre, maintenant, je vais faire un petit truc avec la surface. Okay, la surface SG, comment je peux l'exprimer en fonction du diamètre? Alors, je peux l'exprimer très simplement en disant que c'est 4pi R2, c'est-à-dire DG au carré sur 2 au carré. Est-ce que tout le monde a suivi la petite transformation que j'ai fait là? J'ai simplement écrit que ça. J'ai écrit que ce terme-là, je vais le transformer en ça. D'accord? C'est bon? Est-ce que jusque-là, tout le monde a suivi ce petit jeu-là? C'est ce genre de choses que vous appreniez à faire, hein, tenir le calcul numérique jusqu'au bout. Ça va? On a presque fini, là. C'était le bon bout? Ok, on lâche pas, il reste 2 lignes. On lâche rien, on continue. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même des choses qui simplifient là-dedans. Vous voyez que le 4pi simplifie.
le 4pi se simplifie. Et le D sur 2 au carré va simplifier aussi. Ok. Les choses qui se simplifient. Donc, il va nous rester en bas, il va nous rester le 1 tiers, il va nous rester un DG sur 2 et tout le reste en bas. D'accord. Tous les autres termes sont bons. Ok. Alors, cosinus θ sur R. Que E est égal à gamma. Le S cube, on a dit qu'on le laissait. Le V cube, on a dit que pour l'instant on le laissait. Et si vous voulez rester... Si vous regardez bien. Et donc vous trouvez que l'énergie est égale à gamma facteur de la surface du cube au début, moins le volume du cube, fois 3 fois le volume du cube, sur 6 fois, pardon, excusez-moi. Sur le diamètre de la gouttelette. Voilà. Donc vous voyez que c'est un résultat qui est intéressant, mais qui montre quand même que ça dépend un petit peu. Ça dépend quand même un petit peu de, je dirais, de la forme de ce qu'il y a au départ, parce que essentiellement ça dépend du rapport V cube sur DG. D'accord. Donc ça, au départ, à la fin, bon, DG c'est une sphère, d'accord, ça a toujours éclaté en une sphère. Par contre, V cube, ça dépend de la forme que vous mettez ici. Donc est-ce que c'est un cube, etc. Ça peut dépendre un peu de ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que le rapport entre S cube et V cube, ça dépend de la forme de l'objet, ça, par contre. D'accord. Alors on peut regarder si on prend une sphère, par exemple. Pour une sphère, on a évidemment on a le volume qui est égal à 4pi grand R cube, 4 tiers de grand tiers du pi grand R cube, et la surface qui est égale à 4pi grand R au carré. D'accord. Donc à ce moment-là, vous avez E est égal à gamma, facteur 2. Alors ici, vous allez vous retrouver avec le volume, la surface qui vaut 4pi R carré, moins, alors 6 sur dg, fois le volume de la sphère, c'est-à-dire 4pi, 4 tiers de pi, et R au cube, ça va nous faire donner fois R au cube.
Ici, on va mettre 3 sur R, ça sera plus facile pour la suite. Et vous trouvez que E, alors on va factoriser ce qui est factorisable, hein, puisque ici, vous voyez qu'on peut factoriser un 4pi r carré. D'accord. Et vous trouvez que E est égal 4pi r carré gamma, facteur de 1 moins. Alors les 3 se simplifient, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Et vous trouvez un terme qui est en R sur RG. C'est un résultat assez élégant. Et qui finalement est assez logique. Dès que vous faites des gouttes qui sont plus petites, dès que vous faites des gouttes, vous perdez en fait. Vous n'avez aucun intérêt à faire des gouttes. Dès que vous faites des gouttes, vous perdez. Donc ça, la conclusion, c'est qu'on n'a pas intérêt à faire des gouttes. Voilà, ça c'est... Si on poursuit le calcul, on s'aperçoit qu'on n'a jamais intérêt à faire des gouttes. Alors, dans cette même série, on peut directement sauter à l'exercice D. Qui pose exactement ce problème. L'exercice D, il vous pose la question suivante. J'ai ici mon plan d'eau. J'ai ici mon plan d'eau. Puis j'ai ici ma goutte d'eau qui a une certaine hauteur H. D'accord. Et puis elle va tomber. Et à la fin, je fais la chose suivante. J'ai toujours mon plan d'eau ici. Mais maintenant, j'ai plein de petites gouttelettes.
Voilà, alors des gouttelettes qui font une taille de 1 millimètre. Un rayon de 1 millimètre. Le diamètre égale 1 millimètre. Voilà. Et alors, c'est pas dans de l'eau, c'est dans une surface. Enfin bon, c'est pareil. C'est sur une surface. Alors c'est pas comme ça, le jeu il est pas comme ça. Le jeu il est qu'on tombe sur une surface. Enfin ça change rien parce que c'est une interface surface avec de l'air ou avec de l'eau, c'est pareil. Les gouttelettes se font à la surface. C'est pareil. Et bien. Donc mes gouttes d'eau se font à la surface. Alors est-ce que vous êtes convaincu que la seule différence, c'est que ici, il faudra prendre le gamma entre l'eau et l'air, alors que tout à l'heure, il faut prendre le gamma entre l'eau et l'huile. Quand la dispersion se fait à la surface, c'est le gamma entre l'eau et l'air, et si elle se fait dans l'huile, c'est le gamma entre l'eau et l'huile. C'est la seule différence. Question de quelle hauteur H il faut faire tomber ma goutte pour que ça arrive. Alors, le raisonnement, il est finalement assez simple, et en fait, on vient de le faire. C'est qu'on a vu tout à l'heure que quand on crée la surface, en fait, on perd toujours à créer la surface. Et on a vu aussi que quand on fragmente une sphère, eh ben, on perd toujours. D'accord? C'est-à-dire finalement, on va toujours créer de la surface en plus. C'est jamais un avantage de casser une sphère. Donc la question maintenant, c'est je fais tomber une bille et je veux qu'elle fasse 8. Je veux faire 8 gouttelettes à partir d'une sphère. Alors, c'est assez facile cet exercice, c'est assez facile parce qu'avec l'exercice qu'on a fait avant, globalement, je dois pouvoir trouver très vite l'énergie que ça va me coûter de créer 8 petites sphères. Alors, c'est peut-être pas exactement la formule qu'on vient de calculer, mais enfin, ça va vraiment pas être loin. Si je vous ai donné la formule pour une sphère, vous voyez, quasiment le résultat est donné. Et il est au tableau, quasiment le résultat. Et une fois qu'on a l'énergie pour créer une sphère, il suffit de dire cette énergie, comment on va l'acquérir pour la grosse sphère, cette énergie? À votre avis? Au départ, il faut que je donne de l'énergie à ma gouttelette pour qu'elle se fracture en 8. Comment je vais faire? Alors, qui c'est qui a une idée? Non, personne? Comment faire pour donner assez d'énergie à ma gouttelette pour qu'elle se divise en 8? Sur quoi on va jouer? Comment on peut donner de l'énergie à ma gouttelette?
personne a une idée? Si je veux donner de l'énergie à quelque chose, la façon la plus simple, c'est quoi? Hum? Pour lui donner de la vitesse, ça c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais l'autre façon, il y a une autre façon aussi simple. On peut lui faire quoi? Bah, c'est pas lui donner de la vitesse. L'autre énergie, vous connaissez, c'est quoi? Mais il n'y a personne qui a une idée. Tout le monde s'en fiche. Si je lui donne pas de la vitesse, je lui donne quoi dans l'énergie dans l'énergie mécanique, il y a quoi comme terme? Il y a l'énergie cinétique et puis il y a l'énergie. Vous l'avez vu au lycée, ça, je pense. Il y a une énergie qui apparaît quand vous faites monter quelque chose. De l'énergie, ouais. Voilà, l'énergie potentielle. Exactement. Donc je vais faire lâcher ma goutte d'assez haut pour qu'elle ait de l'énergie potentielle et qu'elle vienne se fragmenter en bas. Ok. Donc on va calculer. Donc en fait, ce qu'on va calculer, c'est l'énergie potentielle. Ce qu'on veut, c'est que l'énergie potentielle transforme en énergie de surface. C'est ça le principe. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris, à peu près. Et voilà, quoi. D'accord ? Alors, là où il y a un peu un truc complexe, c'est qu'il faut... Le volume de R, on sait le volume, quel est le volume de R'. C'est grand R sur R de la goutte, fournir. Résolu de façon alphanumérique, alpha, je sais pas comment on dit jusqu'au bout. C'est juste pour vous habituer un peu à faire ces calculs, donc essayez de les faire un peu chez vous. Bon, si vous n'y arrivez pas, vous mettez des valeurs intermédiaires pour vous en sortir. Vous voyez que c'est pas très difficile en fait d'arriver jusqu'au bout si on fait un peu attention. Calculer le rayon de chaque bille. Et c'est pas le rayon divisé par 8, évidemment. Calcul du rayon des petites billes. Donc, ce qu'on va appeler la masse, ça c'est la masse de la grosse bille. Une grosse goutte. Et elle vérifie, si j'appelle ρ sa masse volumique, fois 4 tiers de pi grand R au cube est égal à grand M. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, pour les petites billes, ce que je peux écrire, c'est que petit ρ fois 4 tiers de pi petit r au cube est égal à petit m. C'est la masse d'une petite bille. D'accord? Et ça, je peux écrire que c'est grand M sur 8. Parce que ça, je le sais.
Donc maintenant, il suffit de remplacer. Donc je mets ça là-dedans. J'ai ρ fois 4 tiers de pi petit r au cube, qui est égal, donc ici je fais m sur 8, c'est égal à ρ fois les 4 vont simplifier, fois pi grand R au cube sur 6. Non, je dis une bêtise. C'est ça. Non, c'est 2 tiers, excusez-moi. Non, c'est ça. Et donc, vous trouvez immédiatement, vous simplifiez les ρ, vous simplifiez tout ce que vous voulez, que R est égal, alors il vous reste un 6, un 3, donc les 3 vont simplifier avec les 6, ça va vous faire un 2, un 2 fois 4, 8, un 8, ça va vous faire un R, racine de 8, racine cubique de 8. Ce qui est ce à quoi vous vous attendiez. Donc comme c'est un cube, vous êtes dans la puissance 1 tiers. D'accord. Quand vous faites 1 huitième, vous avez 8 puissance 1 tiers parce que vous êtes dans un cube. Donc maintenant, on sait que l'énergie à fournir est égale à 4 pi grand R gamma facteur de 1 moins, donc c'est grand R sur R, donc c'est 8 puissance 1 tiers. D'accord. Ça, c'est 8 puissance moins 1 tiers, pardon. Et on veut que ça soit égal à MGH, où H est la hauteur duquel on va lâcher notre bille. D'accord. Et vous trouvez que H est égal à 4 pi R gamma sur mg facteur de 1 moins 8 puissance moins 1 tiers.
Bon, j'ai pas fait l'application numérique, vous pouvez la faire, vous avez toutes les données pour faire ça. Voilà, donc c'était pas bien difficile à faire, ça non plus. Donc c'est juste un peu des œufs d'Alsace. Alors ces deux exemples arrivent de me planter, hein, donc vous voyez, c'est pas non plus, c'est pas grave si vous vous plantez au milieu de ça. Ouais, mais c'est bien d'essayer d'y arriver. Alors maintenant, ce que je vous propose pour finir, c'est d'en faire un petit quand même qui est intéressant sur la loi de Jura, d'accord, c'est-à-dire l'exercice C, qui est un exercice d'application sur la loi de Jura. Ok, donc je vous laisse réfléchir 2 minutes à ça avant de vous laisser partir. C'est dur à voir parce qu'on avait une manip de loi de Jura, mais pour que ça monte de façon macroscopique, il faut les cubes vraiment tout petit. Et c'est pas évident de le voir avec des gammas qui sont assez élevés et c'est pas du tout facile de le voir. Donc la loi de Jura, dans le principe, c'est ça. Hein. Vous plongez 2 cubes là-dedans. La loi de Jura, ça se fait comme ça en général. Vous prenez 2 cubes de diamètre différents et vous regardez comment ça monte. Et puis vous en avez un qui monte plus haut que l'autre. Voilà. Et vous mesurez le delta H comme ça. Voilà, la loi de Jura, ça marche comme ça. Donc la loi de Jura, elle est connue. Elle vous dit que H est égal. Alors et puis en général, on prend θ égale 0. Alors c'est pas forcément vrai, hein. Méfiez-vous, si on vous dit un jour de prendre θ différent de 0, c'est possible. Mais en général, on prend θ égale 0, parce que ça simplifie les choses. Alors le problème que vous aviez là, c'est que vous avez gamma qui est relié à h, et vous ne saviez pas h en valeur absolue, vous saviez juste h en différentiel pour les deux mesures. D'accord. Donc vous ne saviez pas h en valeur absolue. Donc vous aviez une différence de h. Donc en fait, vous aviez h1 qui est égal à 2 gamma cosinus θ sur R1 rho G. Puis vous aviez H2 qui est égal à 2 gamma cos θ sur R2 rho G. Donc en fait, la seule chose que vous pouviez faire qui était intelligente, c'est faire ça en H1 moins H2. Si vous sortez des paramètres, sympathiques. Donc en fait, si vous faisiez la différence, vous aviez H1 moins H2 ou H2 moins H1, si vous le mettez en positif, qui est égal à 2 gamma sur G, fois cosinus θ, mais surtout fois 1 sur R2 moins 1 sur R1. D'accord. C'était un peu ça le but de la manœuvre. Alors une fois que vous aviez ça, on cherchait gamma, nous, c'est ça. Donc vous aviez gamma qui est égal à G sur 2, bon, de façon évidente. J'ai oublié mon rho quelque part, moi, non? J'ai un rho là, qui est égal à rho G sur 2, fois H2 moins H1, fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc vous pouvez le transformer directement en R1, R2 sur R1 plus R2.
Et alors là, ce que vous voyez qui est assez intéressant, c'est qu'en fait d'écrire ça comme le rapport de deux hauteurs, et le rapport de hauteur sur des rayons, et d'isoler le RR2. Et à ce moment-là, ce truc-là, ça devient simplement un facteur qui vaut H1, H2, H1 moins H2 sur R1 plus R2. D'accord, vous écrivez H1 moins H2 sur R1 plus R2. Sur R2 moins R1, pardon. Et il vous reste un terme R1, R2. D'accord. Et devant, j'ai mis le rejet sur 2. Et vous trouvez que gamma est égal à ça. Et je crois que je suis planté de signe encore ici. C'est H2 moins H1. Voilà. Bon, c'est pareil, là, entre là et là, il y a juste un petit peu d'algèbre. Il faut vous entraîner à le faire. C'est vraiment pas très compliqué. Ok. Et numériquement, pour une fois que j'ai fait le calcul, vous trouvez 5, 10 moins 2 SI, qui est bien ce qu'on attend pour de l'huile. D'accord. Ça, c'est valeur attendue. Ok. Donc tout ça, le seul entre guillemets piège qu'il y avait, c'est que vous ne pouviez pas partir bille en tête avec ici l'idée que vous pouvez, une fois que vous en êtes là, vous ne pouvez pas simplement tirer H gamma de H parce que vous avez ici non pas R en absolu, mais vous aviez R1 et R2 et vous aviez la différence. D'accord. Donc vous ne pouvez pas sortir directement R, vous étiez obligé de faire la différence et sortir 1 sur R2 moins 1 sur R1. Et ensuite, vous avez un tout petit peu... Alors, en fait, cette algèbre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez rester tout comme c'est, et puis avec une formule pas très propre, et vous en sortiez aussi. Hein. Simplement, ici, vous avez une formule un peu plus propre qui est réécrite et tout. Donc, entraînez-vous à passer de là à là, puis de là à là, c'est quand même un entraînement assez intéressant. Et puis, si vous faites H2 égale H1, ben, vous trouvez évidemment que ça fait 0. D'accord. Ça, c'est un exercice intéressant pour vous. Voilà, ben, je vous souhaite de bonnes vacances et puis beaucoup de réussite à l'examen. Donc voilà, travaillez bien l'examen. Essayez de bien comprendre ce que vous faites parce que ce sera vraiment un examen sur la compréhension de la physique. Voilà, je vous remercie.